François Roudier, bonsoir. Vous êtes directeur de la communication du CCFA, c'est le comité des constructeurs français d'automobiles. On vous invite parce que le salon de l'automobile de Paris ouvre ses portes samedi, porte de Versailles à Paris. Paris, c'est la ville d'Anne Hidalgo. Vous êtes toujours les bienvenus à Paris parce qu'Anne Hidalgo est en train d'interdire les voitures sur les voies sur berge. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu en territoire ennemi là ? Oh, vous savez, on est là depuis 1898, donc on a vu beaucoup de municipalités qui sont passées. Et puis je crois que l'automobile, elle est très apolitique, hein. Elle est ni de droite ni de gauche. Il y a des postures politiques qui n'existent pas dans l'automobile. Alors cette année a été marquée par le scandale Volkswagen, sauf qu'on s'est rendu compte que tous les constructeurs trichaient avec les normes. Je vous propose, François Roudier, après vous réagirez, de regarder ce petit extrait d'une enquête qui a été réalisée par l'œil du 20h de France 2, qui a mesuré en Allemagne, à Berlin, les émissions de particules fines d'une Renault Captur. Alors, je rappelle que la norme, c'est 80 mg par kilomètre, la norme maximale. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Cette installation collecte le volume du gaz. Ces gaz passent par ce tube jusqu'à l'intérieur où cet appareil effectue les mesures. Et comme ça, on peut calculer les émissions qui se retrouvent dans l'air. C'est très très haut. C'est vraiment incroyable cette concentration. Et on ne va pas si vite. On n'est qu'à 115 km/h. Après plus de 6 heures de test, la Renault Captur ne dépasse pas de 2 ou 3 fois, mais de 15 fois la norme autorisée, avec 1311 mg par kilomètre. C'est le chiffre le plus haut que j'ai jamais constaté depuis que je fais ces mesures. On a accablé Volkswagen, mais tout le monde triche, et particulièrement Renault. Alors attention, parce qu'il y a une société qui a triché, c'est Volkswagen, qui l'a avoué avec un logiciel. Après, vous avez des sociétés qui, sur leur véhicule, par rapport aux normes qui étaient testées en laboratoire, dans un nouveau test non encore validé, sur route, ont des normes, ont des émissions différentes. Oui, mais alors attendez, ces tests en laboratoire, c'est de la blague, parce qu'il faut que la voiture roule à 33 km/h, que le moteur soit froid. C'est quoi encore les contraintes? Ce sont des tests des années 50, quand une voiture a démarré comme une voiture des années 50. Alors oui, ces tests ne sont pas bons, et nous, on a demandé, dès avant d'ailleurs l'affaire Volkswagen, à ce qu'on passe aux nouveaux tests, dans des systèmes de tests en laboratoire, déjà beaucoup plus réels par rapport à ce que vit un automobiliste, et ces tests accompagnés de tests en roulage. L'Europe hésitait, et le gouvernement français, on l'a poussé, effectivement maintenant demande ces tests. Alors François Roudier, on a des voitures qui polluent beaucoup plus, qui émettent beaucoup plus de particules fines que ce qui est annoncé. Que comptent faire les constructeurs? Est-ce qu'ils vont nous laisser avec nos voitures sales, ou on pourrait quand même les ramener? D'abord, un mot d'excuse, on vous a trompé sur la marchandise, et puis deux, quand on les ramène au garage pour un petit peu refaire les réglages là. Alors attention, les émissions ne sont pas sur les particules. Les particules sont quasiment stabilisées partout, parce que maintenant vous avez des filtres à particules assez efficaces qui fonctionnent bien. Là on parle d'oxyde d'azote. L'oxyde d'azote, en fait, il est produit un peu par justement la dépollution des particules. Les systèmes qu'on a mis, on a rajouté un système. Ce sont des cochonneries qui rentrent dans les poumons. Ce sont des cochonneries qui rentrent dans les poumons, les avions en font, et donc on est absolument dans un système qui est connu, et vous avez différents systèmes techniques pour arrêter ces oxydes d'azote. Alors, des constructeurs ont pris un système A, ça marche très bien, des constructeurs ont pris un système B, où là, effectivement, on a vu qu'il y avait des écarts par rapport à ce qui a été validé en laboratoire. Attention, hein, pour l'instant, l'Europe et le monde entier ne valident qu'en laboratoire. Et justement, pour nous, c'est un problème, parce que après, vous avez des clients qui se plaignent, qui nous disent on n'a pas du tout la même consommation. Bah oui, effectivement, dans la vie réelle, on n'est pas comme ça. Pour l'instant, il n'y a que les propriétaires de Volkswagen qui vont être indemnisés, entre guillemets. Parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu vraiment tricherie. Là, on l'a avoué. Là, il y a vraiment eu quelque chose qui a été faussé aux États-Unis pour répondre à une norme d'ailleurs qui était beaucoup plus basse que les normes européennes, mais ça a été appliqué sur tous les modèles de la gamme. Alors, on va parler d'autre chose. La vedette de ce salon, c'est la voiture électrique. Une vedette, mais qui ne se vend absolument pas. C'est quoi les ventes? C'est moins de 1%. Ça a dépassé les 1%. À peine. Pas au niveau mondial, c'est 0,6, je crois. Oui, en France, c'est 1%. En Suède, ça devient maintenant un véhicule sur 4. Pourquoi ça se vend si peu? vous dites. Pourquoi ça se vend si peu? Le problème, c'est un problème d'acceptation d'une autonomie qui était un petit peu réduite. On vous dit 100, 120 km. Bon, la majorité des Français qui vivent en périphérie de ville font moins de 60 km par jour, mais 100 km, ça pose problème. Là, on va vers des extensions avec des barrières. On pense qu'il y a une barrière psychologique qui sont les 300 km, où là, on va entrer dans un véhicule électrique vraiment utile. Alors, est-ce qu'on en vend peu? Oui, on en vend peu en nombre, mais on voit que le pourcentage augmente. Cette année, on devrait vendre à peu près en France 2 millions de véhicules.
on aura 1% de ces véhicules qui seront des véhicules électriques. C'est déjà 20 000. Donc on en commence à en voir dans les villes. Non, l'électrique Dans une génération, nos enfants, leur première voiture sera électrique? Peut-être, parce qu'on a tellement de motorisations différentes, ça peut très bien être une pile à combustible ou un système qui va consommer 3 décilitres d'essence pour 100 km. Autre question qui porte sur l'avenir, il y a la nouvelle mode, c'est les voitures sans conducteur. On voit des bus, à Lyon notamment, un bus qui roule sans conducteur au milieu de la foule. Dans combien de temps on fera Paris-Lyon sans conducteur, dans une voiture sans volant? Alors, en dehors des tests, si vous êtes ingénieur test chez PSA et Renault, vous le faites déjà, parce qu'il y a des tests en cours. Mais lorsque vous êtes client, il va quand même falloir un certain temps. Techniquement, on a des voitures qui sont très très capables. Le problème, c'est qu'il y a une législation qui est gérée d'ailleurs par une convention de Genève qui vous oblige à être maître de votre véhicule. C'est assez compliqué parce qu'en fait, on réalise que même le freinage automatique, l'ABS, serait interdit maintenant parce que finalement, c'est la machine qui reprend le contrôle sur vous. Et on voit qu'il y a une évolution, il y a plusieurs étapes qui vont arriver. On aura des systèmes qui commenceront à devenir des aides à la conduite jusqu'au système ultime où là, on lève les bras en l'air et la voiture conduit toute seule. Question plus philosophique, François Roudier. Si on ne conduit plus sa voiture, par définition, on n'a plus le plaisir de la conduire. Donc on sera dans sa voiture un petit peu comme on est dans un taxi ou comme on est dans un train. Quand on est dans un train, on n'a pas de train. Ce que je veux dire par là, c'est dès lors qu'on n'a plus le plaisir de tenir le volant, est-ce que demain on sera encore propriétaire de sa voiture? Et la question, c'est est-ce que la voiture ne va pas devenir un service et non plus un objet de convoitise? Alors écoutez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites et je dirais quasiment tout se retrouve. Et toute l'équation actuelle du futur de l'automobile, on est dans une vraie révolution, tourne autour de tout ça. Vous parlez du plaisir. Le plaisir, même lorsqu'on a une super voiture de course, il y a des soirs où on est très fatigué et on aimerait bien que la voiture vous ramène tout seul chez vous. Donc le plaisir, oui, on l'a, mais pas tout le temps. L'autonomie, c'est pratique. Vous avez derrière la notion de service. Et oui, mais l'automobile, c'est un service depuis toujours. Si l'automobile a fonctionné dans les années 40, 50, à la sortie de la guerre, c'est parce qu'elle apportait quelque chose. Et on voit que maintenant, la notion de plaisir n'est plus forcément associée à la possession. Vous avez un nombre considérable de véhicules qui sont achetés en France, non pas achetés, mais qui sont loués. On achète au mois une mobilité. Vous avez toutes les publicités qui vous proposent des locations avec option d'achat. Et c'est très intéressant parce que dans le même temps, on développe ce système-là, donc on possède plus sa voiture, mais on se fait plaisir, on achète des voitures de plus en plus chères, et on achète des SUV, une voiture sur 4 et maintenant un crossover SUV. Dernière question, est-ce que les Français Peugeot et Renault sont encore dans la course? Je vous dis ça parce que hier, il y a une interview du patron de PSA qui a dit qu'il y a 3 ans, Peugeot Citroën avait failli faire faillite. Mais oui. On se dit que ça ne tient pas grand-chose. Dans l'automobile, on peut mourir très très vite. Les marques de l'automobile sont dans tous les cimetières, les Hispano-Suiza, les Delage, les Simca. Donc, il y a 3 ans, effectivement, on était dans une crise terrible. Peugeot mangeait 200 millions de trésorerie par mois. Donc, on était dans un système où, finalement, on n'aurait peut-être pas pu s'en sortir. Le changement de capital, l'arrivée de l'État, l'arrivée des Chinois, donc Feng Motors, a complètement changé le système. Et maintenant, vous avez 2 sociétés, regardez leurs résultats, qui sont extrêmement profitables, qui résistent même à des crises en Amérique latine, en Russie, parce qu'elles se développent bien sur le marché européen. Eh bien, merci beaucoup, François Roudier, donc directeur de la communication du Comité des constructeurs français d'automobiles. Et je précise que France Télévisions est partenaire du Mondial de l'automobile, avec même pour l'occasion une chaîne tout spécialement dédiée à cet événement sur Plus, avec des programmes dédiés à l'automobile et aux événements du salon. Merci. Restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, C'est dans l'air qui revient sur le débat télévisé hier soir entre Hillary Clinton et Donald Trump. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Trump a-t-il perdu ?